On est en train d'arriver à la fin de la guerre en Ukraine, soit par une paix qui va être décidée, soit par une victoire russe absolue. Voilà les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va surtout analyser tous les commentaires de Douglas McGregor, qui est un ancien militaire américain et qui suit toute l'affaire de l'Ukraine depuis ses débuts. Et il n'est pas du tout du côté américain, même si vous pensez qu'il est américain. Il est un peu plus objectif et on pourrait penser que par certains côtés, il soutient la Russie. Ce qui, selon les Américains, ferait de lui un traître, etc. Mais c'est pas ça. Je crois qu'il est très lucide en ce qui concerne énormément d'aspects parfaitement militaires. Mais avant tout ça, je vous invite à prendre votre café, votre thé ou toute autre boisson que vous désirez et on va trinquer à la vérité ici sur Point de rupture en ce mercredi 3 décembre 2025. À la vôtre. Bien. Euh, c'est un sujet qui est en train de devenir très épineux. On va chercher à analyser quels sont les pour, les contre et tout ce qui se passe. Ce qu'on vient d'apprendre, et ça c'est quelque chose de fondamental, c'est que il y a 86 villes ou villages ukrainiens qui, dans les derniers jours, ont été pris par les forces russes. Depuis le début de cette guerre, même si le début c'est en 2014, mais on va dire depuis la pénétration de la Russie en Ukraine, qui s'est passée en février 2022, donc il y a un peu plus de 3 ans, il y a eu de nombreux morts ou blessés, etc. C'est toujours difficile de savoir les nombres exacts. Selon Douglas McGregor, du côté russe, c'est entre 120 000 et 130 000, ce qui est quand même beaucoup, 120 000 et 130 000. Mais du côté ukrainien, c'est la Bérésina, si on peut reprendre ce terme des guerres napoléoniennes en Russie. Et il y a eu environ 1 800 000 Ukrainiens qui sont soit morts, soit hors combat, mais d'une façon très sérieuse. Et en ce moment, ils sont en train euh, de recruter de force des tas de jeunes Ukrainiens encore qui ont moins d'une semaine de formation quand ils sont intégrés dans l'armée avant d'être envoyés sur le front où ils se rendent très rapidement parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. C'est un phénomène totalement tragique pour la plupart des gens. Moi-même, j'ai des amis ukrainiens où c'est une tragédie chez eux. Notamment, je connais une femme que je connais depuis euh, environ 2009 par là, parce qu'à l'époque, j'intervenais aussi bien en Ukraine, en Russie, au Kazakhstan, où je faisais des discours, des séminaires et tout ça, etc. Donc, j'ai rencontré de gens avec lesquels je me suis lié comme toujours. Moi, j'ai jamais eu une distance par rapport aux gens, donc il y a des relations qui sont créées. Et cette femme, depuis, on était resté en contact et elle a rencontré un monsieur qu'elle a épousé et elle est tombée enceinte. Et lui, ensuite, il a été pris dans le service militaire et il a péri. Il est mort. Et pour elle, c'est une tragédie, c'est une confusion parce qu'il n'était pas vraiment pour la guerre, mais ensuite, quand son mari est mort, ben, pour elle, c'est inacceptable qu'il soit mort pour rien. Donc, il fallait pour elle que tout ça, ça a un sens. Donc, quelque part, elle serait obligée d'être un peu pro-Ukraine dans cette guerre, même si non, monde ukrainien, ils disent ça suffit. On sait que la semaine dernière, il y a eu 41 000 soldats ukrainiens qui se sont rendus carrément parce qu'ils ne veulent pas mourir, ça ne sert à rien. Et il y a eu également entre 1000 et 1500 militaires, pas ukrainiens, mais qui se battaient du côté de l'Ukraine et qui étaient des Européens et même quelques Américains. Et donc, ça, bien sûr, la Russie, elle dit, ça montre bien que l'OTAN est déjà présent dans la guerre et on va aborder ça pour voir
ce que ça veut dire au sujet de l'OTAN, au sujet de la position américaine, au sujet de la position européenne. Et on ne va pas seulement survoler ça, mais on va chercher à approfondir ce que ça veut dire. Ben, tout d'abord, il faut comprendre que sur le plan tactique, sur le terrain de la guerre, la Russie est en train de gagner, hein. Je reprends les propos de Douglas McGregor et il dit: «La Russie est en train de gagner». Ça c'est inévitable. Et c'est pas, l'Ukraine qui va les arrêter, c'est pas l'OTAN non plus et c'est pas l'Amérique non plus et tous les 3 pour des raisons très différentes. Le moral du côté ukrainien est en dessous de zéro. Et même, il y a énormément de gens qui sont en train de fomenter une rébellion contre Zelensky, et Zelensky va commencer à ressentir la pression pour sortir d'une certaine façon. D'ailleurs, l'Europe et les États-Unis, avec l'approbation russe sans doute même, parce que ce sont des choses qui se font de cette façon-là, sont en train de chercher à préparer un pont de sortie pour Zelensky. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'insurgent contre ça parce qu'on considère que Zelensky a pillé pas seulement l'Ukraine, mais il a pillé l'Europe et les États-Unis avec tout l'argent qui est arrivé, etc., qu'il a transformé. Il a acquis des villas un peu partout. On sait qu'il a acquis, entre autres, une splendide maison en Israël ou pour sa mère, où elle vit, donc il pourra aller là-bas. Ce sera sans doute l'endroit le plus sûr pour lui pour partir. Parce que être dans ces villas en Italie ou dans le sud de la France ou en Floride aux États-Unis, parce qu'il en a partout, ou dans des appartements superbes à Londres qu'il a achetés également, il ne sera pas à l'abri de gens qui voudraient l'éliminer. Et je ne pense pas que ce soit les Russes qui voudraient l'éliminer, mais ce sera les membres d'Azov, c'est-à-dire l'extrême droite ukrainienne, qui considère qu'il ne doit pas lâcher la guerre et qu'il doit continuer. Donc, il est pris entre le marteau et l'enclume, Zelensky, et ça ne va pas donner quelque chose de bon pour lui. Donc, lui, éventuellement, le seul endroit, à mon avis, où il peut se réfugier, et ce n'est pas quelque chose que je soutiens, mais en train de chercher à regarder ceci d'une façon objective, ça serait Israël. En plus, comme Zelensky lui-même est juif, c'est quelque chose d'assez naturel, etc. Et Israël a la réputation de ne pas extrader les gens qui sont surtout de religion juive, peu importe ce qu'ils ont fait, etc. Ils peuvent rester en Israël et Israël protège les siens, comme on dit. Bon. Euh, de l'autre côté, il faut comprendre que l'objectif de la Russie n'a jamais été de conquérir l'Ukraine entière, mais de reprendre les territoires, notamment le Donetsk, le Donbass, Lugansk, tous les territoires à l'est où ce sont des Russes qui habitent et ils sont russophones. Et quand, à partir de 2014, surtout en 2016, etc., l'Ukraine a commencé à bombarder ces régions-là parce que eux refusaient de vouloir fonctionner en ukrainien parce que l'ukrainien n'est même pas leur langue. Et même, d'une façon générale, moi, quand j'étais en Ukraine, et je suis allé de nombreuses fois, entre 2010, 2011, 2012, je suis allé très souvent, partout, on fonctionnait en russe et les gens réagissaient en russe. Il y a des gens qui parlaient ukrainien, mais même ce n'était pas leur langue principale. Moi, je connais des amis, une amie notamment d'Odessa, qui est ukrainienne, qui est née à Odessa, qui a grandi en tant qu'ukrainienne, et elle parle aussi bien russe que ukrainien, mais son ukrainien, elle avoue elle-même, il est faible. Et ce n'est pas une langue, comment dirais-je, scientifique. Ce n'est pas une langue éduquée. Ce n'est pas dans cette langue-là qu'on va pouvoir apprendre des choses. Il y a beau avoir un sentiment anti-russe, le russe reste la langue littéraire, la langue scientifique, etc. D'ailleurs, il y a de nombreux écrivains russes, poètes russes,
qui sont nés en Ukraine, qui ont grandi en Ukraine, mais qui ont toujours fonctionné en russe, en tant que poésie, etc. Il faut comprendre que la relation entre les Russes et les Ukrainiens, les Russes n'ont aucune envie d'éliminer tous les Ukrainiens. Et c'est ça, il faut le comprendre. Pour les Russes, c'est une question de se protéger contre une ingérence de plus en plus profonde de l'OTAN à leurs frontières. Hein. Hier, j'ai parlé de la doctrine Monroe. Pour les Russes, ça pourrait s'appliquer à leurs frontières également, et ça se comprend. Alors, aujourd'hui, les Russes continuent à avancer, encercler les armées ukrainiennes, et donc il n'y a pas grand espoir. On attend seulement une chose, c'est que les Russes franchissent la rivière Dniepr. Le Dniepr va vers la mer Noire et, euh, et même s'il descend du nord au sud, mais il fait un genre de crochet après être passé par Kiev et ensuite il passe par Dniepropetrovsk. Moi, je le fais dans ce sens-là, mais peut-être que pour vous, c'est dans l'autre sens. Ça dépend comment vous le voyez. Et c'est une grande rivière, une belle rivière, qui, de surcroît, a une importance dans l'histoire russe, parce que quand les premiers missionnaires, pour ainsi dire, étaient arrivés sur les territoires russes, ukrainiens, etc., avant que la Russie telle qu'elle est aujourd'hui n'existe, sa naissance a commencé en Ukraine, avec un pays qu'on appelait le Kievan russe, à l'époque de Vladimir, qui était le tsar de la Russie de l'époque, pour ainsi dire, et quand lui s'est converti au christianisme, on appelle ça le christianisme orthodoxe, mais c'est avant qu'il y ait le schisme entre l'orthodoxie et l'Église catholique qui a eu lieu au XIe siècle. Là, on est vers les années 800, au moment de Charlemagne en France, au moment du Grand Rome à Constantinople, parce qu'il y a eu la chute de Rome en 453, le Rome, et le deuxième Rome, c'était Constantinople. Et pour beaucoup de gens en Russie, ils considèrent que Moscou aujourd'hui est le troisième Rome après la chute de Constantinople, 1000 ans après la chute de Rome. Et donc, quelque part, ils considèrent que le rôle de Moscou, c'est de maintenir la foi qui est liée au gouvernement. D'ailleurs, Poutine en a parlé dans toutes ses déclarations de cette façon-là pour que les gens comprennent le rôle de la Russie dans ce contexte-là. Et c'est dans le Dniepr, la rivière, qui est une rivière, c'est un grand fleuve qui est très large, c'est bien plus large que la Seine, c'est plus large même à Dniepropetrovsk. Moi, je me souviens, une fois, on a dîné un soir au mois de juillet, il faisait très beau, etc. On a dîné à l'extérieur, au bord du Dniepr, c'était magnifique. Et c'est dans le Dniepr que Vladimir s'est fait baptiser avec tous ses proches à côté de lui. Et donc, il y a un sens historique, religieux, religieux, c'est pas le bon terme, de la foi. C'était un élan de foi qui était énorme à ce moment-là, pour tous ceux d'entre vous qui vont dire, ouais, mais les religions, ça casse tout, etc. C'était même pas une notion de religion à l'époque, c'était une notion de foi où les gens découvraient une foi en Christ et qui surmontait des tas de croyances païennes au préalable. Et ça, il faut comprendre l'importance de tout ceci vers les années 800, parce qu'en même temps, dans d'autres parties de l'Ukraine, il y avait les Khazars qui se convertissaient au judaïsme. Donc là, il y avait déjà quelque chose d'important et on a tendance à oublier l'importance de l'influence judaïque en Ukraine, où il y a deux tendances. Il y a une tendance entre, d'un côté, aujourd'hui, ce qu'on appelle les Lubavitch, et de l'autre côté, les pro-sionistes ashkénazes, athées même. Il faut se rendre à l'évidence que on a tendance à tout mettre dans le même panier,
mais en Israël, il y a plus de 80% de la population d'origine juive, on ne sait pas comment dire autrement, mais qui sont athées. Les Lubavitch sont extrêmement minoritaires. D'ailleurs, quand Poutine est arrivé au pouvoir en fin des années 90, où la Russie était dans un marasme total, après le pillage par les oligarques, par les Occidentaux, par tous ces gens-là, et tout le monde pensait que Poutine allait tout simplement faire la même politique que Yeltsin, et il était à la botte des Occidentaux, lui se retournait complètement, et il a voulu que la Russie fasse partie de l'OTAN, ce à quoi l'Occident lui a dit non, et donc ça ne s'est pas passé. Mais pour Poutine, il fallait choisir parce que entre 80 et 90% de toute l'économie russe était entre les mains de juifs. Je ne suis pas en train de faire de l'antisémitisme ni quoi que ce soit, mais il faut se rendre à l'évidence de certaines choses. Et si on ne peut pas en parler, on n'a même pas le droit de parler de la véritable histoire. Donc voilà ce qui s'est passé. Et pour Poutine, il a fallu qu'il choisisse un camp. Est-ce qu'il va choisir le camp plutôt athée, pro-sioniste, etc., ou est-ce qu'il va choisir le camp Lubavitch, qui sont très religieux, très classiques, très orthodoxes? Vous les voyez souvent, ce sont les juifs qui sont habillés de cette façon, qui ont les cheveux plus longs, la barbe, habillés tout en noir, etc. C'est ce qu'on appelle les juifs orthodoxes, les Lubavitch. Et le centre même des Lubavitch en Russie. Et ensuite, ils sont allés aux États-Unis, sont installés à Brooklyn, et ils ont continué à avoir une relation avec les Lubavitch russes. Et il y a beaucoup de financement par des Lubavitch américains qui vont vers la Russie. Et Poutine comprenait, a compris qu'il fallait qu'il fonctionne avec un ou l'autre camp, et il a choisi les Lubavitch, même s'ils sont minoritaires. Pourquoi? Parce que les Lubavitch, au moins sur le plan de structure morale, par exemple, dans leur position contre le wokisme, contre les mouvements LGBT, contre tout ceci, c'était bien plus proche des croyances profondes de Poutine lui-même. Donc, il a choisi de travailler avec les Lubavitch. Et actuellement, il y a le même genre de combat pour Trump, parce que l'influence juive dans l'économie américaine est prépondérante également. Et donc là, on est en train de regarder dans quel sens Trump va pencher, si toutefois il a besoin de pencher. Mais en attendant, tout ceci se passe par rapport à l'Ukraine et bientôt c'est en train d'arriver à sa fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'Europe, l'UE, ne veut pas que la guerre se termine. Pourquoi? Parce que si la guerre se termine, l'OTAN n'a plus de raison d'exister. Et comme Trump a lâché l'OTAN, il a dit, moi, l'OTAN, je n'ai que faire. Et peut-être qu'il n'aurait pas dû, je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. S'il était resté avec l'Amérique forte au niveau de l'OTAN, il aurait pu imposer la politique américaine pour une fin de la guerre en Ukraine, etc., à l'OTAN. Mais il ne l'a pas fait. C'est comme s'il disait, ben, l'Europe, vous débrouillez maintenant avec tout ceci. C'est mon prédécesseur qui a commencé tout ce cafouillage, excusez du terme, et toute cette merde. C'était Biden, parce qu'il y avait déjà beaucoup de corruption avec son fils et tout ça, etc. Et beaucoup d'autres activités pas très nette, disons, en Ukraine, avec la corruption au niveau argent, trafic humain, toutes sortes de choses. Et Trump n'a cessé de dire que si j'avais été président, il n'y aurait jamais eu pénétration russe en Ukraine. Et c'est quelque chose que même Poutine a confirmé. Il a dit, si Trump avait été président, sans aucun doute, la Russie n'aurait jamais pénétré en Ukraine. Alors ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part,
Poutine sentait la Russie menacée avec les politiques de Biden, qui se rapprochait de l'analyse de Brzezinski sur le besoin de balkaniser la Russie et pour la faire éclater en mille morceaux pour commencer à la dominer. Alors que Trump est bien plus réaliste là-dessus. Et on ne peut pas se débarrasser de la Russie comme ça. C'est une existence qui est là. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Trump a retiré un peu ses billes, il n'a pas la dominance par rapport à l'OTAN, et donc l'Union européenne a besoin de prendre en charge l'OTAN pour se donner une raison. Mais pour se donner une raison, il y a très récemment, il y a 2 ans peut-être que l'Allemagne commence à s'armer. Vous savez, ça prend environ 10 ans pour constituer une véritable armée qui va pouvoir fonctionner de cette façon. Donc aujourd'hui, l'Europe est en position très faible. Elle n'est pas du tout en position de s'opposer à la Russie, même si on est en train d'agiter toutes sortes de menaces, des choses comme ça, en présupposant que la Russie est en train de menacer. Et surtout, on utilise ce genre de choses parce qu'il y a des antécédents entre la Pologne et la Russie où il y a une énorme méfiance de la part des Polonais envers les Russes à cause du fait que la Pologne et beaucoup de pays d'Europe de l'Est étaient derrière le rideau de fer juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 89 et 90, avec la chute de l'Union soviétique. Le premier pays qui s'était séparé, d'ailleurs, c'était la Pologne, avec des élections en 89, en même temps que le mur de Berlin était en train de descendre. Et le comble, c'était que pendant le fait qu'ils abattaient le mur de Berlin, il y avait Rostropovitch qui était sorti d'Union soviétique à l'époque et qui était venu au pied du mur de Berlin et qui jouait un morceau extraordinaire de, sur un violoncelle ou sur un cello, une contrebasse, je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est là où on joue avec l'archet, et qui le jouait au pied du mur de Berlin quand les gens commençaient à le détruire. Moi, j'ai un ami américain qui est chirurgien, un grand spécialiste de la chirurgie de la main. Il était considéré comme l'expert mondial de reconstruction de la main, etc., qui s'est retrouvé avec son fils à Berlin le jour où il descendait le mur. Ils étaient assis en haut du mur et il a encore un bout du mur chez lui. Il est en Californie. Euh, et il en est très fier de ça parce qu'il a passé un moment de grande libération, d'élation de la part de beaucoup de gens à ce moment-là. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des connaissances comme ça parce que on tient des bouts d'histoire et on sent sur le plan humain, on comprend ce qui était en train de se passer. Donc là, l'Union européenne a besoin de l'OTAN parce que sinon, il n'y a pas de sens. Et donc, ils vont vouloir continuer, mais l'Amérique, elle ne va pas soutenir l'OTAN. Et l'Union européenne fait tout pour avoir le soutien américain de l'OTAN, sinon l'OTAN par lui-même, sans les Américains, n'a aucune force pour le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque d'intelligence stratégique en Europe, je suis désolé de dire, où il y en a qui pensent que peut-être ils peuvent y aller contre la Russie, et une fois qu'ils y vont contre la Russie, ça va entraîner les Américains automatiquement. On va forcer la main des Américains. Et là, c'est quelque chose que Poutine comprend parfaitement. Et Poutine et Lavrov en ont parlé. Eux, ils sont prêts à accepter la paix. On sait qu'il y a eu la fameuse proposition où il y a 28 points différents. Maintenant, on est descendu à 19, peut-être on va descendre à 11, etc. Mais essentiellement, on est en train de descendre à des points que la Russie est en train de dicter parce que c'est les vainqueurs qui dictent ce qui va se passer. Et les Russes, ça ne les dérange pas de donner la victoire à Trump. Ils comprennent que Trump a envie de paraître
comme celui qui amène la paix, c'est très important pour lui, et cetera. C'est à cause de ça qu'on va continuer à regarder de ce qui se passe au Venezuela. Est-ce qu'il va continuer dans ce sens-là ou pas? Ou est-ce qu'il va être guerrier et belliqueux en ce qui concerne le Venezuela? Ce qui changerait tout. Mais en attendant, il veut avoir cette réputation. Et Trump, pour des raisons d'ego ou d'autres choses, aimerait bien avoir également le prix Nobel de la paix. Et Poutine et Lavrov sont prêts à lui donner ça comme cadeau. C'est presque un peu comme si on lançait un nonos au chien à côté. C'est pas glorieux pour Trump, mais ça permettrait à Trump de dorer un peu sa veste, pour ainsi dire, dans ce genre de contexte. Mais l'Europe, elle est coincée parce que si la guerre en Ukraine ne continue pas, il n'y a pas de raison pour continuer l'OTAN. Vous comprenez? L'OTAN n'a pas de sens après, surtout s'il n'y a pas le soutien américain. Et aujourd'hui, écoutez bien, et ça c'est extrêmement important, si l'OTAN n'a pas de sens, eh bien l'Union européenne n'a plus de sens. Parce que la seule entité qui tient encore une raison d'être de l'Union européenne aujourd'hui, et je suis en train de parler de Bruxelles, c'est-à-dire le centre ou la technocratie pour l'Union européenne, c'est l'OTAN. C'est le fait de chercher à rallier les troupes devant l'agitation de la menace russe pour le reste de l'Europe. Donc c'est pour ça que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est très important. C'est pour ça que je crois que le président Macron a dit il ne peut pas y avoir de paix si l'Europe n'est pas assise à la table des négociations. Parce que ce n'est pas une question que l'Europe va pouvoir dire quelque chose, mais c'est pour que l'Europe ait un sens, qu'on puisse légitimer dans le sens de la paix qui va être signé par plusieurs entités, dont l'Europe. Ça va légitimer l'existence de l'Europe. Sinon, l'Europe n'a pas de sens. C'est pour ça que l'on voit tous ceux qui sont des européistes aujourd'hui, qui veulent que l'Union européenne continue. On peut être européiste sans vouloir que l'Union européenne continue. Je sais, j'ai des amis qui sont un peu plus européistes, etc. Moi, je ne le suis pas, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui veulent que l'Union européenne continue telle qu'elle est là. Ce sont tous les technocrates de Bruxelles. Et la seule raison, c'est par le biais de la guerre, c'est par le biais de l'OTAN. Sinon, que fait l'Union européenne aujourd'hui? Tous les pays occidentaux sont extrêmement appauvris. Merz ne va pas durer longtemps. En France, on sait que la situation est très difficile. Il y a Mélanie qui s'entend bien que mal, mais elle est en train de jouer sur les deux plans en même temps et se rapproche de plus en plus des positions de Orban. Et Orban, avec un pays comme la Hongrie, qui fait que 10 millions d'habitants, arrive à faire plier l'Europe entière. Ça montre bien que l'Europe n'a pas de force. Si un pays de 10 millions d'habitants, pour une entité qui représente plus de 400 millions, arrive à faire plier l'entité, c'est que l'entité est un fantoche, est un pantin, qu'elle n'a rien en même temps. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train d'arriver vers la fin de la guerre en Ukraine, coûte que coûte. Que ça se passe par le biais d'une paix qui va être décidée ou par une victoire russe, ben c'est sûr que personnellement, moi, je préférerais la paix. Je crois que chacun d'entre nous préférerait la paix parce que ça empêcherait davantage de gens de mourir. Mais ceux qui veulent continuer la guerre, ils veulent parce qu'ils veulent sauver leur peau. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, si la guerre s'arrête, quel est le sens de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle fait, l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle veut dire sur le plan économique aujourd'hui? Rien. Elle pense pouvoir le faire derrière une économie de guerre. Mais même là, elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas se mesurer à la Russie. Donc, l'Union européenne, quelque part, est dans une impasse qui est terrible. Et pour ça, le peuple ukrainien souffre, le peuple russe également, parce que 120, 130 000 hors combat, soit morts, soit grièvement blessés, etc., c'est énorme.
Pour les Ukrainiens, 1 800 000, c'est désastreux. On est en train de commencer à approcher de chiffres qui évoquent la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on n'est pas en train d'arriver aux 6 millions de Polonais qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas en train d'arriver aux 28 millions de Russes qui sont morts ou aux 9 millions d'Allemands, etc. Mais on dépasse largement les 450 000 Français qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, avec 1 800 000. C'est énorme pour un pays comme l'Ukraine, qui, en termes de population avant cette guerre, était comparable à la population française avant la Deuxième Guerre. Donc, on peut comparer ces deux populations. En termes de superficie, l'Ukraine est un peu plus grande que la France. Mais aujourd'hui, non seulement l'Ukraine a perdu ses 1 800 000 personnes, mais il y a énormément de gens qui ont fui l'Ukraine, qui sont à l'étranger, et notamment des gens qui étaient friqués, des gens qui ont de l'argent, qui avaient les moyens d'aller ailleurs, et qui sont partis à l'étranger avec leur arrogance. La Pologne qui a accueilli plus d'1 million, voire 1,5 million, peut-être 2 millions de réfugiés ukrainiens, pour la plupart d'entre eux, c'était des gens friqués, et les Polonais commencent à en avoir marre de l'attitude des Ukrainiens en Pologne. Je parle des Polonais, je ne parle pas des gouvernements et des administrations, etc. Après, c'est complètement autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui le savent, parce que même quand on regarde toutes les voitures qui sont marquées Ukraine, UA derrière, ben, on voit quel genre de voiture c'est. La plupart du temps, c'est des Mercedes, des BMW, etc. C'était les Ukrainiens nantis qui sont passés à l'étranger et qui vivent très bien parce qu'ils sont partis avec de l'argent, avec des moyens, avec d'autres choses, etc. Mais pour les pauvres Ukrainiens qui restent, c'est terrible. C'est terrible parce que si la guerre continue, au bout d'un certain temps, ben, il faudra que la Russie s'attaque de plus en plus aux infrastructures et la vie va commencer à devenir impossible en Ukraine même. Donc, c'est une situation qui est complexe et l'OTAN ne peut pas gagner cette guerre. Et parce que l'OTAN est en train de devenir fantoche également. Alors, Trump est en train de faire quoi? De laisser faire. Mais là, il y a un effort qui est fait. Aujourd'hui même, il y a plusieurs négociateurs américains qui sont partis pour parler directement avec Vladimir Poutine, dont Witkoff, qui a déjà participé à des tas de pourparlers, mais Kushner également, le gendre de Trump, a été envoyé également. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'avenir très proche nous le dira. Mais je pense que Trump voudrait qu'il y ait une paix qui s'installe, et je pense que Poutine et Lavrov sont prêts à lui donner à Trump tout ceci. Mais ils vont dire, est-ce que Trump va pouvoir maîtriser l'Europe dans ce genre de contexte? Sinon, les Russes vont dire, si l'Europe va continuer à soulever leur sabre, ben nous, on va continuer. On va, on va pas céder devant des menaces européennes qui n'ont aucun sens. Donc la situation est un peu plus complexe qu'on ne le croit. Mais de toute façon, on est en train d'arriver vers la fin du conflit, soit par une victoire russe, soit par une paix qui est décidée. Espérons que ça va venir très bientôt. Je suis très content d'avoir partagé tout ceci avec vous. Mais n'oubliez pas toujours de vous abonner, de liker et surtout de partager ceci avec toutes les personnes que vous connaissez, parce que c'est la meilleure façon de nous aider à vous amener tout l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. J'espère que tout ce qu'on a dit aujourd'hui va vous amener certaines choses. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien voir tous vos commentaires, ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Alors, ne réagissez pas, parce que parfois il y a des gens qui réagissent bêtement. Donc, pour l'amour de Dieu, ne réagissez pas tout simplement bêtement en train de dire, bah oui, mais c'est toujours cela, cela. Non, la situation sur le terrain est bien plus complexe. Donc, j'aimerais bien avoir des remarques intelligentes. Je sais que vous êtes parfaitement capable, que vous connaissez beaucoup de choses, et j'ai hâte de vous lire là-dessus.
et je vous dis à demain pour notre prochain point de rupture à 18 heures demain jeudi.